J'ai passé les 6 dernières heures à analyser les transmissions diplomatiques qui circulent entre Islamabad, Washington et Téhéran. Et ce que je lis ne ressemble à rien de ce que les chaînes d'information grand public vous montrent ce soir. Hier, Trump a officiellement rejeté la proposition iranienne de rouvrir le détroit d'Ormuz comme préalable à toute reprise des négociations. Il a utilisé un mot précis dans son entretien avec Axios, un mot que les rédactions ont soigneusement mis en page 3. Blocade. Pas cessez-le-feu. Pas diplomatie. Blocus. Un acte de guerre économique total, maintenu et revendiqué. Dans les heures qui ont suivi, une source sécuritaire iranienne non identifiée, relayée par Presse Tikfi, le canal d'État, a promis une réponse pratique et sans précédent. Ce n'est pas une rhétorique de tribune. Dans la terminologie opérationnelle du corps des gardiens de la révolution islamique, pratique désigne une action cinétique ou paracinétique imminente. Pas une déclaration. Une frappe. Pendant ce temps, le Brent vient de franchir les $119 le baril. Le Parlement iranien, réuni en session extraordinaire, affiche 260 et une signature sur 290 en soutien à l'équipe de négociation. Ce qui, dans la structure de pouvoir iranienne, signifie une chose. Téhéran vient de fermer la porte de sortie politique à son propre gouvernement. Ce que personne ne vous dit, c'est que les deux blocus simultanés, iranien et américain, ont créé une configuration stratégique qui n'a pas d'équivalent depuis le blocus naval de Cuba en 1962. Et les prochaines heures vont être déterminantes. Pour comprendre pourquoi cette impasse est structurellement insoluble à court terme, il faut examiner la géographie avec une précision d'opérateur. Le détroit d'Ormuz est un goulet de 33 km de large en son point le plus étroit, flanqué au nord par les côtes iraniennes et au sud par les eaux omanaises. Ce n'est pas simplement un passage maritime, c'est la valve de contrôle de 21% du commerce pétrolier mondial. Chaque jour, avant la guerre, plus de 100 navires commerciaux le franchissaient, transportant du pétrole brut, du gaz naturel liquéfié et des biens de consommation vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La doctrine navale conventionnelle occidentale repose sur la supériorité de puissance, de feu, la dominance aérienne et la projection de forces à longue portée. Mais Hormuz invalide cette doctrine sur 3 axes. Premièrement, la profondeur d'eau. La zone de navigation sûre se réduit à 2 couloirs de 3 km chacun, rendant toute manœuvre évasive quasi impossible pour les très grands transporteurs de brut. Deuxièmement, la proximité côtière iranienne. Les batteries de missiles balistiques anti-navires Khalij Fars et Hormuz 2, déployées dans les reliefs montagneux du Zagros, qui surplombent directement le détroit, disposent d'un avantage de hauteur que la marine américaine ne peut neutraliser sans engagement terrestre ou frappe préventive de saturation prolongée. Troisièmement, la densité des mines. L'Iran a développé pendant des décennies la capacité de miner en quelques heures des zones entières, forçant tout convoi naval à une progression lente, prévisible et vulnérable. C'est précisément cet environnement qui rend la doctrine de haute intensité de la 5e flotte américaine, basée à Manama, structurellement vulnérable dans ce théâtre d'opération. Les porte-avions de classe Nimitz, avec leurs 332 mètres de longueur et leur profil électromagnétique massif, constituent des cibles de choix pour les missiles de croisière à guidage terminal. La réalité opérationnelle n'est pas que l'Iran peut battre les États-Unis. C'est qu'il peut rendre le coût du passage inacceptable pour n'importe quel armateur civil. Sur le plan tactique, la stratégie iranienne dans ce conflit est un manuel de guerre asymétrique de précision. L'IRGC n'a pas cherché à affronter directement la puissance navale américaine. Ce serait un suicide opérationnel. Il a adopté une doctrine de déni d'accès distribuée reposant sur 3 vecteurs simultanés. Le premier vecteur, les mines navales intelligentes. Contrairement aux mines de la Première Guerre mondiale, les systèmes iraniens de type LU,
GM-145 sont équipés de capteurs acoustiques et magnétiques permettant de discriminer les navires militaires des civils, ou inversement de cibler exclusivement les pétroliers à double coque. Le déminage de la zone prendrait des semaines à la marine américaine, même en déployant ses chasseurs de mines de classe Avenger. Le deuxième vecteur est la flotte de drones kamikazes, Shahed 136, et leurs variantes navales. Lors des premières 72 heures du conflit, l'Iran a démontré sa capacité à lancer des attaques de saturation coordonnées sur les bases américaines de Shuaïba au Koweït et de Al-Udeid au Qatar, submergeant les systèmes de défense antiaérienne. Patriot P, AC-3 par le volume de charges utiles simultanées. 6 soldats de l'Army Reserve américaine ont été tués à Shuaïba, non pas parce que les défenses n'existaient pas, mais parce qu'elles n'avaient pas été déployées sur un poste de commandement improvisé, non fortifié contre les menaces aériennes asymétriques. C'est là que réside la vraie faille doctrinale. Les États-Unis ont construit leur posture défensive contre des missiles balistiques de haute altitude, pas contre des essaims de drones rasant à 200 mètres. Le troisième vecteur est la saisie de navires commerciaux. Le 24 avril, l'IRGC a saisi le pétrolier Epaminondas dans le détroit d'Ormuz, invoquant des violations présumées des règles maritimes iraniennes. C'est une tactique de disruption calculée. Chaque saisie force les armateurs à recalculer leurs primes de risque, pousse les compagnies d'assurance à réévaluer leur couverture en zone de guerre et augmente mécaniquement le coût d'acheminement de chaque baril de pétrole vers les marchés internationaux. Ce n'est pas de la violence, c'est de l'ingénierie économique. Le contre-blocus américain imposé le 13 avril, une présence navale massive de la 5e flotte bloquant l'accès aux ports iraniens, est militairement soutenable selon les experts, mais économiquement contre-productif pour Washington lui-même. En bloquant les exportations iraniennes, les États-Unis ont